Bonjour Sophie, Bonjour Vanessa. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. J'avais vraiment envie que voilà, tu nous partages ton parcours. On s'est découvertes, je crois, un peu avant l'été lors d'un événement organisé par quelqu'un via LinkedIn. Enfin bon, bref. Et j'avais beaucoup aimé ton partage et depuis je te suis sur LinkedIn et voilà. Et je pense que ton parcours est vraiment inspirant et j'ai vraiment envie surtout d'aller regarder derrière les apparences et de voir comment tu penses, quelle est ta philosophie de vie, parce que je sais que ça peut grandement aider les personnes qui vont nous écouter. Merci Alors, de m'avoir Sophie, invitée. avec plaisir. Alors Sophie, première question, qui es-tu? Donc, première chose qui est très importante pour moi, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Lucas et qui a 11 ans. Et sinon, d'un point de vue professionnel, je suis une ancienne avocate, ancienne DRH. Et récemment, j'ai quitté le monde du salariat pour créer mon ONG et créer aussi, on va dire, mon business de RH et de coach indépendante. Oh, waouh. Alors, on va commencer peut-être par l'ONG. Allez. Comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette ONG? Pourquoi? C'est quoi ton driver? C'était quoi ta motivation? Alors, ça faisait quand même longtemps que j'avais cette volonté de créer une ONG parce que moi, dans mon driver, il y a l'aide aux autres et l'aide aux autres, pas pour mon ego, mais parce que j'ai la conviction que si chacun fait sa part, le monde sera meilleur. Et donc, je me dis, bah, moi, j'ai envie de faire ma part. Donc ça, on va dire, c'est le driver principal. Et ça faisait longtemps, en fait, que je me disais, j'ai envie de créer une ONG, mais ça me semblait vraiment compliqué, inaccessible. C'est un peu comme quand on voit la montagne, tu vois, t'es là, en bas de ta montagne, tu dis, waouh. Et un jour, en février, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'attends? Et j'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante. J'ai juste trouvé des excuses. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Voilà. À chaque fois, je trouvais une excuse. Et je crois que je mettais la barre très, très haute aussi. Je me mettais une pression d'enfer. Genre, si je crée quelque chose, faut que ce soit tout de suite génial. Et j'ai arrêté de réfléchir. Je suis passée à l'action. Et je pense, en gros, dans les 3 heures qui suivaient, avec le cofondateur, là, voilà. On a fait notre assemblée générale constitutive. J'ai posé les statuts. Et j'ai envie de dire, c'était fait. Voilà, après, il y a eu du boulot derrière, de monter quelque chose, mais j'ai arrêté d'attendre. Ok, donc l'ONG, tu l'as créée en parallèle de ton job salarié ou tu étais déjà libre de tout lien de subordination? Comment ça s'est fait? J'étais pas du tout libre à ce moment-là, donc pour revenir juste un peu en arrière pour comprendre le parcours, c'est que donc en 2020 j'ai perdu mon père. Ça a beaucoup rebattu les cartes pour moi du sens de mon travail, du sens de la vie, qu'est-ce que je fais là. J'ai eu une période très difficile, de grosses remises en question et de dépression. À cette époque-là, j'étais DRH en CDI et j'étais aussi secrétaire générale de ma boîte et directrice de l'établissement. Et j'ai fini par, voilà, j'ai eu plusieurs expériences. Je suis allée vraiment chercher à l'intérieur de moi et j'avais cette petite flamme en moi. C'est vraiment ce truc de dire, j'ai encore ce truc qui m'anime pour la vie, quoi. Et donc, j'ai pris un coach. Je me suis fait accompagner et grâce à ce coach, j'ai confirmé que ce que je voulais faire, c'était de l'humanitaire. C'est quelque chose que je savais, mais là, je l'ai confirmé. Et ce que je dis souvent, c'est qu'un rêve auquel on met une date devient un projet. Donc, en fait, j'ai posé des dates avec un plan d'action, avec des objectifs extrêmement clairs et j'ai quitté, en fait, mon CDI. Je suis partie, donc j'avais 1 an avant une formation dans l'humanitaire. Donc, j'ai fait une certification de coach à Paris, dans une école, en attendant. Et après, j'ai fait ma formation de coordinateur de programme humanitaire à Lyon. Et sauf que quand j'étais dans mon école, j'ai été chassée pour un poste de DRH en CDI que j'ai accepté, que j'ai pris en janvier. Alors, très belle boîte et tout ça, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était que c'est moi qui collais plus au truc. Et au moment où j'ai créé Samiac Solidarity Foundation, donc mon ONG,
j'étais encore en CDI. C'était en février, j'avais commencé mon poste en janvier. Donc en plus, prise de poste, je venais de déménager, de divorcer, enfin de me séparer. Enfin voilà, c'était vraiment une période, une grosse période. Mais voilà, il y a jamais de bon moment, il y a jamais de moment idéal. Et c'est après en fait que j'ai mis un terme à ma période d'essai et que j'ai eu plus de temps. D'ailleurs, je suis partie en Inde plusieurs fois. Ça m'a donné cette liberté géographique dont j'avais besoin. Parce que mon ONG, elle est française. C'est un statut français, mais aujourd'hui, les actions, elles sont en Inde et bientôt en France. Mais ouais, j'étais encore en CDI. Oh, ok. Donc ça fait beaucoup Ouais. de choses. Alors j'ai une multitude de questions qui me viennent en tête, mais je vais les faire une par une. Pourquoi une ONG en Inde précisément, ou du moins, alors je connais le cœur d'action, hein. L'action, il est plutôt tourné vers les enfants en Favorisé, dans une oublié. difficulté, abandonnés ou incarcérés, je crois, il me semble. Incarcéré là pour Ouais. l'instant. Alors pourquoi parce que finalement créer une ONG, on peut en faire dans différents secteurs. Pourquoi spécifiquement auprès des enfants? Alors les enfants, parce que alors il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que depuis que je suis devenue maman, j'ai cette envie, ce besoin viscéral de protéger les enfants. Il me touche en fait, voilà. Je suis touchée par les enfants. Et d'ailleurs, quand je vois des enfants, et notamment des enfants en difficulté, alors je dis pas que quand c'est des adultes, ça me fait pas très mal au cœur, hein, mais il y a quelque chose qui se brise en moi. Il y a vraiment un truc de déjà. La vie, elle est déjà difficile, mais ça commence tôt, quoi. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que moi, je crois profondément, et c'est aussi le cas du cofondateur Shivendra, on croit profondément à l'éducation. Et pas que à l'éducation académique, c'est pas que l'école. Et pour moi, les enfants sont l'avenir du monde. Un enfant qui est alors éduqué au sens académique, ça veut dire cultivé, un enfant à qui on a appris à se connaître, à qui on a donné des clés pour préparer l'avenir, c'est un enfant qui va avoir aussi sa capacité, donc déjà peut-être son libre arbitre, même si on pourrait avoir des gros débats là-dessus, mais son libre arbitre, cette capacité à questionner le monde aussi, et peut-être à pas aller dans des extrêmes. Voilà, cette nuance. Et d'ailleurs, Samyak, le nom de l'ONG, ça veut dire équilibre. Moi, je crois beaucoup en l'équilibre. C'est un mot en sanskrit. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, voilà, parce qu'on a cette appétence particulière. Shivendra, il a été pendant 10 ans prof. Moi, je viens aussi d'une famille où il y a eu, à part mon père, beaucoup de membres de ma famille dans l'éducation nationale. Voilà, je crois beaucoup en l'éducation et donc ça paraissait logique. Et après, sur le pourquoi en Inde, donc dans nos statuts, on est une ONG qui aide les enfants du monde. Ok. Mais on s'est dit, on va commencer par quelque part. Et le quelque part, c'est, on a choisi la facilité dans le sens où Shivendra étant indien, l'humanitaire, c'est pas faire ce qui nous fait plaisir, c'est faire ce qui est nécessaire, ce dont les gens ont besoin. Donc en fait, on s'est dit, on va le faire à Varanasi parce que c'est là d'où il vient, c'est l'endroit qu'on connaît. Et il faut avoir les codes, il faut connaître la culture, il faut avoir les codes. Et donc, on s'est positionné, donc en plus dans cette prison pour enfants, donc c'est une sorte de centre de détention light, on va dire, mais quand même il y a des barreaux et compagnie. On s'est positionné là parce que on pouvait avoir accès à ces enfants, parce que Shivendra connaissant la langue, la culture, c'était plus facile. Et là, on est en train de voir pour développer des programmes en France, parce que c'est une ONG franco-indienne et il y a franco dedans. Voilà, j'ai envie aussi que la partie française elle soit importante. On va enregistrer l'ONG en Inde et en fait, dans chaque pays où on ira, on enregistrera l'ONG. Et en fait, le but ultime, voilà, le goal, c'est créer des écoles dans le monde entier pour les enfants souvent privés d'école. Voilà. Donc il y a du boulot quoi sur ce sujet. Ok, waouh, j'adore. Ok, revenons un petit peu en arrière. J'avais une question. Donc
c'est grâce à un coach. Hein. Le coach, il t'a été vraiment aidé, ouais, beaucoup. À poser ça et à passer du rêve finalement à quelque chose de concret. Ouais. L'ONG existe aussi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas basculé vers un bilan de compétences? Parce qu'à un moment donné, c'était ça. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? Est-ce que je suis, tu vois? Pourquoi le coaching n'est pas un bilan de compétences? Parce que, alors moi, je fonctionne énormément à l'intuition. Les bilans de compétences, donc là, je vais avoir un esprit critique. Alors en plus, en tant que DRH, voilà. Mais les bilans de compétences, pour moi, la façon dont ils sont faits dans la majorité des cas, ferment énormément de portes. Bon, ou en tout cas, n'en ouvre pas suffisamment. Ça veut dire qu'on reste dans les compétences qu'on a, on reste beaucoup dans les capacités, tout ça. Naturellement, moi, je suis allée vers le coaching parce que j'avais besoin, je pense, instinctivement d'être challengée sur mes croyances limitantes. La croyance qu'en étant mère avec un enfant en garde alternée, je ne pouvais pas envisager de voyager à l'étranger sur des longues périodes ou d'aller en formation pendant 3 mois. Mais mon Dieu, je ne vais pas laisser mon enfant pendant 3 mois. Ben en fait, si. Voilà, ça s'accompagne. Moi, j'ai eu des grandes discussions avec mon fils. Aujourd'hui, les leçons qu'il retient, c'est quand je lui ai posé la question, c'est j'ai compris, maman, que je pourrais tout faire dans la vie, comme toi, qu'on peut réaliser tous nos rêves et que rien n'est impossible. Donc là, en fait, quand mon fils me dit ça, je me dis bon ben j'ai bien fait, j'ai bien fait. Donc en fait, le bilan de compétences, c'était pas la réponse pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il manque un peu cet aspect de coaching justement où j'avais besoin qu'on vienne me challenger, qu'on vienne m'aider à aussi à me confronter à mes peurs d'être une mauvaise mère, mes peurs d'être jugée. Ah non, mais tu t'en vas pendant 3 mois, mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Et c'est comme ça que et je vais te dire, je vais être très honnête avec toi, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit plus de 5 minutes. Ça veut dire que ouais, il y a un moment, le truc m'est arrivé dans la tête. Ben, je l'ai balayé aussi vite que c'était venu, quoi. Et mon coach, je l'ai choisi à l'instinct. Ok, donc t'es plutôt quelqu'un qui fonctionne beaucoup. Beaucoup à l'intuition, ouais, beaucoup. Ouais. Okay. J'écoute la première voix qui parle. En général, c'est la bonne. Ouais, mais après souvent l'ego vient et le mental reprend le dessus. Mais ouais, mais là, c'est toute une partie du travail que j'ai fait. D'ailleurs, tu vois. Ma première voix disait non, reprends pas un poste en CDI, c'est plus toi, t'as quitté ça. Et mon ego m'a fait dire et peut-être aussi la peur. Le besoin de sécurité m'a fait dire si, vas-y, reprends un poste en CDI. Et mais j'ai appris et je sais que je le referai plus. J'ai vaincu cette peur, on va dire. Ouais, super, c'est intéressant. Donc, si je resynthétise un petit peu, là, au moment où on enregistre l'épisode, on est en octobre 2025. Donc en début d'année, finalement, tu étais en poste, tu avais repris ce fameux emploi qui n'était pas finalement un bon calcul. Tu venais de te séparer, donc maman solo, finalement, et tu as créé ta fondation là en février. Finalement, bon, t'as quitté cet emploi pour te consacrer vraiment à ton activité, à ta fondation du coup, parce que tu fais régulièrement des allers-retours entre la France et l'Inde, et ton activité en tant que coach. C'est quoi ton état d'esprit, Sophie, pour avoir osé autant de choses en peu de temps, tu vois? Parce que fonder une ONG à l'étranger en sachant que ça implique plusieurs allers-retours, donc en termes d'organisation, ça demande aussi ça. T'as quitté ton emploi qui était égal sécurité alors que tu étais maman solo et que tu es toujours maman solo à l'heure actuelle. Sur quelle philosophie de vie ou sur quel genre de pensée tu t'es appuyé pour te dire en fait fuck quoi, j'y vais tout. J'aime tellement ta question. Il y a plein de paramètres. C'est pas un truc qui vient comme ça. Voilà, je vais faire 41 ans. Je pense que j'ai traversé la crise du milieu de vie qui a commencé à la mort de mon père et qui m'a fait passer par toutes ces tout ce cheminement. Et en fait, un truc que je me dis régulièrement maintenant. Alors moi, j'adore la pensée stoïcienne.
j'ai énormément écouté des podcasts, j'ai énormément lu la pensée stoïcienne et ça m'a énormément guidée à un moment, par exemple, voilà, ne pas me soucier de ce que je ne contrôle pas, ce genre de choses. Et un truc que je me dis régulièrement, c'est pour dédramatiser les situations. C'est je prends un peu de recul, un peu de hauteur et je me dis à la fin, je vais mourir. On va tous mourir. Et donc je vois la vie comme un jeu, comme une expérience. Donc bien sûr que j'aurai le temps, mais peut-être pas. Et en fait, la mort de mon père m'a appris ça aussi. Mon père était très engagé dans plein de causes et il attendait un peu sa retraite pour s'engager un peu plus. Il était commissaire aux comptes, expert comptable. Il est mort quelques mois après sa retraite. Ah oui. Et il avait dit aussi qu'il avait été extrêmement stressé par son boulot qu'il adorait, hein, mais qu'il avait été stressé et que c'était pas le métier de ses rêves. Il voulait être architecte. Moi, ça m'a profondément bouleversée. Je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Est-ce que quand je serai plus âgée, ce sera le moment de me dire, tiens, j'aurais dû. Oui. Et donc, j'ai remplacé le j'aurais dû par je fais. Et un des trucs, une de mes philosophies, mais c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai travaillé notamment en coaching et que je continue à travailler, c'est ma confiance en moi. En fait, je me dis que je suis capable de tout et que si ça ne marche pas, c'est pas grave. En fait, je suis en paix avec un potentiel échec qui pour moi, je vois ça plus comme une expérience. Alors un échec, c'est un échec. On a foiré. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait de cet échec? J'en ai vécu des échecs et donc après c'est qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, reprendre ce poste était une erreur. Mais ça m'a servi et ça m'a fait grandir. Donc je pense que c'est un peu ça les ingrédients, c'est prendre de la hauteur, dédramatiser, prendre la vie comme un jeu. C'est un super jeu en fait. C'est dur, hein? C'est dur de vivre, mais ça peut être tellement formidable. Et puis je me suis rendu compte aussi que plus j'allais vers la vie dont je rêve, plus mon état d'esprit en fait était serein. Bien sûr que je vis des galères en ce moment. J'ai des moments de doute, il y a des moments pas évidents, voilà, parfois c'est compliqué, mais je reste avec cette philosophie de me dire c'est un jeu, j'ai confiance en moi et c'est maintenant. Voilà, c'est la vie, c'est maintenant quoi. Et donc et ça vaut le coup. Puis en plus franchement, quand on commence à se mettre dans notre axe pour aller vers l'endroit où on se dit, alors il y a des gens ils savent même pas où ils veulent aller, mais c'est parce que c'est trop le brouillard et ça aussi ça s'accompagne. Mais une fois qu'on a trouvé l'axe, moi j'étais perdue et au final avec du coaching, je me suis rendu compte que je savais exactement ce que je voulais faire. Et quand on retrouve un peu ce chemin, mais en fait ça va faire un peu perché de dire ça, mais les planètes s'alignent, ça veut dire que mais c'est nous qui les alignons. C'est nous qui les alignons. On suit notre instinct. On va là où c'est bon pour nous. Et oui, peut-être que parfois, il y a une sortie de route. C'est pas grave. On revient sur notre chemin. Et la vie, elle devient tellement plus douce, tellement plus belle. Et moi, j'ai maintenant une grande paix intérieure. Voilà. J'ai vraiment une grande paix intérieure. Ce qui ne veut pas dire que je ne doute jamais. Mais après, j'arrive aussi à remettre je pense que ça peut être aussi un truc, quand on a le mental, là, moi, j'ai du mental aussi, parfois des psychoses, hein, c'est en gros, oh mon Dieu, et là et financièrement, et voilà, il y a ces vieilles peurs qui reviennent, mais je me dis, ok, c'est quoi petit exercice de coaching, c'est quoi le scénario pire? Mais en fait, même dans le pire des scénarios, ma vie n'est pas en danger. Même dans le pire des scénarios, peut-être que c'est inconfortable, mais je sais pas, je retourne vivre chez ma mère, ou on va vivre chez un ami, on se débrouille en fait. Et donc, ça peut aider aussi de dédramatiser nos peurs. Mais il faut les affronter, ça demande du courage. Regarder en face, quoi. Oser les regarder et pas faire l'autruche. Ouais. T'as dit quelque chose qui est très juste. Tu as dit, en gros, quand on commence vraiment à se mettre en mouvement, quand on a de la clarté sur la direction et que vraiment on se met en mouvement, les planètes, elles s'alignent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément observé auprès des personnes que j'ai pu accompagner. Et des fois, ça n'avait aucun sens. Des fois, je me disais, mais comment c'est possible? Qui était à poser le cadre, à accompagner la personne. Et quand en séance, on me disait, ah Vanessa, tu sais pas ce qui s'est passé, ça. Et je me disais, mais d'où ça vient? Donc c'est vraiment voilà, quand on dit que c'est nous qui alignons à un moment donné les planètes, c'est exactement ça. Mais là, je pense que le prérequis quand même, parce que c'est génial de rêver, hein,
Mais il y a quand même un prérequis, c'est passer à l'action, c'est faire quelque chose. Et souvent, c'est faire quelque chose qu'on n'ose pas faire parce que il y a la phrase très connue de dire qu'on peut pas obtenir obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Ça marche pas, en fait. Si on veut qu'il y ait quelque chose qui change et que les planètes s'alignent, il y a un moment, il y a une décision à prendre. Il faut arrêter d'être toujours dans je vais faire mon plan d'action, je vais réfléchir à ma vision, à machin, donc c'est bien. Mais il y a un moment, faut se lancer, quoi. Ouais, faut se lancer. Et je rajouterais une nuance. Peut-être ne pas faire le grand écart. Mais le premier petit pas. On peut très bien se dire, mon rêve, c'est le haut de la montagne. Mais c'est en regardant déjà en bas, là, en regardant où je suis, le premier caillou qui est devant moi, comment je franchis cette première étape. Il n'y a pas besoin, Et après, il y a des personnalités. Moi, je sais que j'ai une personnalité qui est assez... je prends des risques. J'ai appris ça, en fait. Et comme je dis, la vie est un jeu pour moi. Donc, je prends pas des risques pour ma santé. Des risques, on va dire, mesurés, enfin, réfléchis. Voilà. Je suis pas... Mais il y a des gens aussi, ils ont besoin de faire petit pas par petit pas. Et c'est génial. Mais déjà faire ce petit pas. Et se poser la question de, si on connaît son rêve, si on sait ce qu'on a envie de faire, qu'on a ce truc qui est là depuis longtemps, c'est se dire, quel est le premier petit pas que je peux faire? Ça peut être passer un coup de fil pour avoir un renseignement. Ça peut être prendre un rendez-vous, faire une recherche, se faire coacher. Ça peut être énormément de choses, en fait. Observer quelque chose, voyager. Enfin bon, ça peut être... les pas peuvent être multiples et variés, quoi. Faire une formation aussi, pourquoi pas. Alors, quand je t'écoute et que je te vois et que je te lis aussi sur LinkedIn, on sent chez toi qu'il y a un certain niveau de leadership. Tu vois, on sent qu'il y a une posture, on sent que, tu vois, il y a des convictions qui sont fortes, donc il y a un certain niveau de confiance en soi. Le doute fait partie du jeu, on est des êtres humains, c'est parfaitement ok de douter, ça fait partie du panel des émotions qu'on est censé vivre. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand on s'enferme dans le doute chronique. Ouais. Donc, on voit chez toi quand même vraiment cette personne qui, voilà, a un certain leadership, certaines postures, un certain niveau de confiance en soi. Est-ce que tu as toujours été comme ça, Sophie, ou est-ce que tu sens que ça s'est construit au fur et à mesure, puisque tu viens quand même aussi, toi, tu as été avocate, DRH, donc je pense que naturellement, ça s'est construit à travers les emplois que tu as occupés. Pour autant, il y a quand même des femmes qui arrivent à un certain niveau de poste et qui sont toujours dans le doute de soi et qui ont toujours ce truc de je manque de confiance en moi. Toi, tu dis j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. D'où ça te vient, ça? Alors pour moi, peut-être que c'est pas une vision courante, mais pour moi, le leadership et la confiance en soi sont deux choses différentes. Le leadership, alors je vais pas dire c'est naturel, c'est inné, tout ça. Je pense que ça s'est construit avec les années. Quand j'étais plus jeune, j'étais très introvertie. J'ai été, en fait maintenant je peux le dire, j'ai été harcelée au collège. J'avais un énorme manque de confiance en moi. Je faisais tout pour me cacher. Et surtout, j'ai eu après une période de réaction qui a été plutôt violente dans le sens où j'étais une ado très très rebelle. Mais vraiment, j'en ai fait baver à mes parents. J'ai eu vraiment après ce contre-pied parce que je trouvais pas ma place, parce que j'arrivais pas à comprendre qui j'étais et tout. J'ai énormément travaillé sur moi. Toute seule parce que, déjà, c'était il y a quelques années, que mes parents étaient démunis complètement. Et donc, je me suis énormément débrouillée. Et donc, mon leadership, quand j'étais avocate, j'ai pas été très longtemps avocate, mais ça a commencé là parce que déjà quand j'ai commencé, on m'a traité un peu comme une esclave, carrément même. Et là, je me suis rebellée aussi. C'était pas ok pour moi en fait la façon dont j'étais traitée. Donc j'avais déjà ce caractère de dire j'ai besoin, moi je respecte les autres et j'avais besoin qu'on respecte aussi ma personne en fait, ma place, ma personne, mon intégrité. Après, j'ai dû beaucoup travailler sur le lien d'attachement parce que je me suis rendu compte, mais tard, enfin franchement, tout ça, je l'ai appris, c'était des vagues en fait, voilà, ça a été des vagues. J'ai fait des retraites pour comprendre, j'ai été coachée, j'ai vu des psychologues, j'ai vraiment travaillé sur moi. J'ai découvert
tard que j'étais hypersensible, que j'étais HPI, ce qui pour moi était vraiment très difficile à appréhender parce que en fait c'était une étiquette et je supportais pas les étiquettes et surtout je savais pas trop quoi faire de ça. D'ailleurs je sais toujours pas trop, mais maintenant on va dire je fais avec, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, je fais avec, mais surtout ça m'a poussé à essayer de comprendre comment je suis. La confiance en moi, elle s'est construite vraiment avec le temps et ces dernières années particulièrement. J'ai traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, à la mort de mon père, avec toutes ces remises en cause existentielles. Vraiment, c'était pire qu'une dépression, quoi. J'avais l'impression que mon âme, elle était égarée dans les limbes. C'était vraiment très dur. Et ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. Et je crois pouvoir dire au moment où je l'ai vraiment senti. Et c'est récent. Ça date du début d'année. C'est-à-dire que je sentais que j'avais de plus en plus confiance en moi. Alors, mes compétences, ça aussi, c'est venu tard, mais voilà. Un jour, j'ai compris que j'étais compétente parce que j'étais très bien notée, parce que j'ai été promue. Enfin, il y a un moment, il y a des signes extérieurs et faut pas non plus se mettre des œillères, faire la victime. Voilà. Donc, j'ai vu que j'étais très compétente, mais c'est pas tout, en fait. La confiance en soi, c'est pas que ça. Et en début d'année, quand j'étais sur mon CDI, j'ai mon chef qui m'a dit un jour, parce que je postais déjà, et il m'a dit, ouais, Sophie, j'aimerais beaucoup, s'il te plaît, que tu crées un autre compte LinkedIn, que tu en aies un pour la partie DRH, et comme ça, tu postes des trucs pour la boîte, et un pour tes trucs de coaching, quoi, et de leadership et machin. Eh ben non. Eh ben non. Et en fait, j'ai pris conscience, et je pense que cette expérience m'aura appris ça, que on a encore essayé de me faire rentrer dans des cases, et que j'ai complètement refusé les cases. C'est-à-dire que c'est même pas, je vais essayer de les agrandir, non, c'est carrément là, on essayait de faire rentrer un rond dans des carrés, ou voilà, on essayait vraiment de faire un truc qui est pas du tout compatible. Et pour la première fois, j'ai complètement refusé les cases, et je suis partie. Donc la confiance, elle s'est construite avec le temps, mais je crois qu'elle existait, mais que je n'en avais pas conscience. Voilà. Donc le leadership, en fait, pour moi, tout ça, c'est aussi des parcours de vie, et c'est plus on s'aligne avec notre mission, et plus on a du leadership et de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de choses qui m'animent. Tu vois, je parle avec passion. Je parle de choses que je connais, de choses dans lesquelles je suis à l'aise. Et donc forcément, quand on m'écoute, on se dit ouais, ça va, elle sait de quoi elle parle. Alors que quand je parlais de trucs qui m'intéressaient pas ou pour lesquels j'étais même pas en accord, tu vois, en tant que DRH, il m'est arrivé des situations où j'étais pas en accord. Et ben là, ça devient compliqué d'avoir du leadership, d'avoir confiance en soi. Voilà. Ok, Sophie. C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages. T'as aussi cette casquette de coach. T'as été formée au coaching. Donc là, tu viens de nous dire que dans ce niveau de confiance en soi, à un moment donné, quand t'as du feedback positif, quand en entretien annuel, voilà, t'as atteint les objectifs. Enfin voilà, à un moment donné, effectivement, t'as réussi à l'intégrer. C'est-à-dire que t'as certaines personnes qui vont factuellement dire, mais oui, je sais, je le vois que je suis compétent ou compétente. Et pour autant, il ou elle ne l'intègre pas. Toi, tu as réussi à l'intégrer. Et alors, quand tu es passé de cette posture de DRH à coach, est-ce que tu avais aussi le même niveau de confiance dans ta capacité à accompagner l'autre, ou est-ce que tu es tombé un petit peu dans le sentiment de « je ne suis pas légitime dans cette posture ». Comment tu l'as vécu, ce passage-là? Facilement, parce qu'en tant que DRH, je coachais beaucoup. Ça s'appelait pas coaching, mais en fait, le nombre de fois, moi, je faisais des entretiens de carrière avec les collaborateurs, et en fait, je me suis rendu compte que c'était du coaching, mais complètement. Donc, il y a eu le petit frisson du saut dans l'inconnu et de se dire, c'est quand même un autre cadre, mais c'était plus lié au fait de devenir indépendante et donc de devoir apprendre une autre façon de travailler. Voilà, mais que j'adore parce que moi le maître mot pour moi c'est ma liberté de tout, de penser, d'être, d'aller, venir, c'est le mot. Mais sur ma capacité à coacher les gens, j'ai très peu douté de moi. Il y a eu peut-être avant que je me lance en me disant oulala, mais quand tu auras tes premiers clients, est-ce que
Et en fait, j'ai fait premier coaching, c'est un succès. La personne atteint ses objectifs, se sent bien et tout ça, sent sa vie se transformer. Ok, c'est bon, je sais encore faire. Voilà. Le cadre a changé, mais donc j'ai pas vraiment eu cette petite phase un peu d'appréhension. Par contre, je partais de loin sur la confiance parce que quand j'étais à l'école d'avocat, j'ai fait un stage et ça a été un énorme échec ce stage. J'aimais pas les sujets qu'on me donnait. J'avais là encore l'impression là qu'on me prenait vraiment pour la boniche de service. C'était pas intéressant. C'était un cabinet qui faisait qui était spécialisé dans le droit du travail et qui défendait des collaborateurs, mais qui traitait les siens comme de la merde. Alors ça, moi ça me et du coup, le stage s'est pas super bien passé. En plus, je me suis fissuré le pied en tombant un jour. Bon, bref. Et à la fin de mon stage, ma maître de stage m'a dit, tu es la pire stagiaire que j'ai jamais eue de ma carrière, tu n'arriveras jamais à rien. Wow. J'avais pas commencé à bosser. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de jobs étudiants. J'ai toujours travaillé, des métiers très divers et variés, McDo, distribution de prospectus. J'ai fait vraiment plein de trucs. Mais alors là, c'était quand même ma carrière qui se jouait là. J'ai commencé comme ça. Et en fait, il y a un moment, j'y ai repensé il y a pas très longtemps à cette femme. Et là, je me suis dit, bon, comme quoi, notre vie, elle est pas, la loi de l'impermanence, c'est pas tracé, hein, et c'est pas parce qu'à un moment, il y a une situation d'échec. Là, pour moi, c'était un échec, qu'on vaut rien et que, donc, c'est peut-être aussi se raccrocher à ce qu'on ressent profondément qu'on est capable de faire, en fait. Mais après, je trouve que ce qui est intéressant en coaching, c'est d'accompagner les gens qui souvent, sur le chemin, voient les portes évidentes, mais qui n'arrivent pas à voir toutes les portes qui sont derrière et qu'ils peuvent emprunter, ou toutes les compétences qu'ils ont, ou toutes les capacités qu'ils ont. C'est leur ouvrir le champ, à leur montrer que toi, tu vois ça, mais tu es capable de ça, en fait. C'est ça aussi qui est chouette. Aujourd'hui, est-ce que tu as des routines ou des rituels pour travailler sur ton état d'esprit, sur ton énergie? Est-ce que tu as ce genre de choses ou pas? J'ai par cycle parce que, alors le seul truc que j'ai qui est constant, c'est que je suis accompagnée, je suis coachée régulièrement. Je l'ai écrit encore aujourd'hui. Moi, je suis persuadée que je serai une meilleure coach si moi-même je suis accompagnée. Donc, soit en supervision, soit même en coaching pur et dur, hein. Parce que j'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin de quelqu'un en face de moi. C'est l'image que j'ai prise tout à l'heure. C'est comme essayer de s'enlever un truc qu'on a entre les dents sans miroir, quoi. Mais ouais, il y a un moment, on va y arriver, hein, mais peut-être qu'il en restera un peu, ou peut-être que finalement, on n'a même pas vu ce qu'on avait entre les dents. Et peut-être même on s'en est même pas rendu compte qu'on avait quelque chose. Oui. Donc, moi, j'ai on va dire ça, c'est constant, c'est pas cyclique, c'est tout le temps et régulier. Donc, j'ai des coachings individuels, des coachings collectifs aussi. Et après, moi, j'ai compris quelque chose, c'est que, alors en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement, mais j'ai l'impression quand même beaucoup de gens fonctionnent comme ça, c'est cyclique. Moi, j'ai des périodes où j'ai besoin de routine. Par exemple, alors pas de routine dans le sens où ma vie est routinière, mais on va dire de petites habitudes. Par exemple, ça va être des habitudes où je vais faire de la méditation, des habitudes où je vais me dire ouais non mais alors là je sens que mon corps est desséché, je vais vraiment m'obliger à boire de l'eau et tout. Le truc que j'ai arrêté de faire, c'est les routines miracles des uns et des autres. J'ai essayé, hein, le miracle morning, tous les trucs, faut se lever à 5 heures du mat, faut machin. J'ai essayé. Par cycle, ça a fonctionné. Maintenant, ma philo, c'est plutôt de me dire, je fais ce qui me fait du bien. Donc, par exemple, je fais du sport aussi parce que ça me fait du bien. Je vais marcher avec mon fils parce que ça nous fait du bien. Mais j'accepte aussi, alors je me fais un peu violence parfois parce que pour moi, c'est aussi, je me fais des promesses à moi-même. Je prends des engagements vis-à-vis de moi-même. Donc, ma discipline, elle est pour moi, en fait. Et donc, ça m'aide. Je sais que je vais avancer si je tiens mes promesses à moi-même. Et il y a des moments où, donc moi, ma batterie sociale, par exemple, elle peut s'épuiser, où j'ai passé du temps, voilà, je suis physiquement fatiguée et tout. Moi, où je suis même émotionnellement submergée, je ne lutte plus. C'est-à-dire que je n'essaie plus de forcer. Et j'ai remarqué que quand j'accepte tout ça,
quand je me laisse traverser, et parfois c'est très inconfortable, je peux être triste, je peux pleurer, je peux avoir des périodes comme ça. Ben, plus je laisse le truc me traverser, donc arriver, et plus ça passe vite. Ça veut dire qu'avant, quand j'étais en lutte et que je me disais non, ça va, tout va bien, et je prenais encore des rendez-vous et des déj et des machins, et ben en fait, le truc durait. Maintenant, quand je dis oh, pause, j'annule le déj ou je le reporte parce que c'est pas non plus voilà, ou là je prends du temps pour moi, et ben en fait, je me requinque beaucoup plus vite et je repars sur un cycle beaucoup plus positif et beaucoup plus enjoué. Et là, par exemple, ça fait des semaines que j'ai une énergie de dingue. Et ça, avant, j'avais des cycles qui étaient beaucoup plus courts. Mais là, ça fait des semaines. Et en fait, je pense aussi que c'est parce que depuis février, j'ai aligné mes missions. Voilà. Ça m'arrive d'être fatiguée, mais ça passe très, très vite. Donc, les routines, moi, j'ai envie de dire, tester, c'est bien aussi. Se dire, je teste pendant un mois de faire ça. Un truc que j'aime beaucoup faire quand même, c'est le journal de gratitude. Ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé pendant un temps. Quand j'ai lancé mon activité et que je fermais l'ordi, parfois, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Et qu'en fait, dans mon journal de gratitude, j'écrivais que j'avais eu un déj avec une personne exceptionnelle, ou que j'étais allée me balader, que c'était génial, il avait fait grand soleil aujourd'hui, des trucs comme ça, en fait. Je me disais, ouais, non, voilà. Ta journée, elle a été très chouette. Donc ça, c'est un truc, moi, que j'aime et que je fais régulièrement, mais alors pas forcément maintenant en l'écrivant. Parfois dans ma tête, quoi. Je me dis, c'était quoi aujourd'hui les trucs qui étaient chouettes et que t'as aimé. Ok. Alors, Sophie, du coup, aujourd'hui, tu es cofondatrice d'une ONG basée en France, en Inde. Il y a plein de projets qui sont en train de couver. Tu es coach, donc tu accompagnes les DRH, les RH, les dirigeants, puisque voilà, tu parles de ta posture et de ce que tu as vécu, donc tu accompagnes ces personnes-là principalement. Tu es maman solo. Ouais. Comment tu t'organises dans toutes tes casquettes? Comment est-ce que tu arrives à trouver justement cet équilibre, ce fameux équilibre qui est si important pour toi? Encore une fois, j'ai pas de routine ni rien. Je pense que le truc qui m'aide le plus, c'est tous les jours, tu vois, je me pose la question de quelles sont mes priorités du jour. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avancer aujourd'hui? Mais la question, je me la pose le matin, parce que entre hier soir et ce matin, peut-être que mon état d'esprit aura changé. Par exemple, se dire, c'est quoi mon niveau d'énergie aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'énergie pour aller demander un partenariat avec une autre ONG? Est-ce que vraiment j'ai l'énergie? En fait, moi, j'ai mon fils le lundi et le mardi. Son père le mercredi et le jeudi, et puis après je l'ai le vendredi et le week-end, un week-end sur deux. Donc déjà dans mon agenda, j'ai bloqué les moments où je vais l'amener à l'école, les moments où je vais chercher mon fils. Et ça, c'est sacré. Il y a eu des périodes où je bossais énormément, et un jour mon fils en pleurant m'a dit, maman, quand est-ce que tu viendras me chercher à l'école? C'était juste avant le confinement, ça. Bon, après, il a passé plusieurs semaines avec moi, il était ravi. Mais je veux plus ça, en fait. Donc, déjà, pour mon fils, pour mon rôle de mère, je sacralise des moments avec lui. Dès que je peux, je l'emmène en Inde. Voilà. J'organise ma vie. En fait, je sais qu'il y a des gens, ils trouvent ça hyper égoïste, mais à part pour mon fils, j'ai arrêté d'organiser ma vie pour les autres, en fait. Maintenant, ce que je fais, c'est que je m'écoute. Et c'est comme ça que je suis une meilleure coach, une meilleure maman, une meilleure partenaire, fondatrice, tout ce qu'on veut. C'est que alors je suis beaucoup dans l'intuition, je suis beaucoup dans la sensorialité, on va dire, et donc ça va être en fonction de comment je me sens. Là, je vais plus trop travailler sur tel et tel sujet ce matin, mais à la fin, j'ai quand même une exigence vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je veux avoir fait quelque chose. Voilà. Quand je suis en forme, je veux avoir accompli quelque chose. Donc, moi, j'ai déjà travaillé, et ça, j'invite tout le monde à le faire, à ma vision. C'est quoi ma vision pour
les 5 prochaines années. C'est quoi ma vision? Et du coup, après, je reviens. Et donc, pour l'année, c'est quoi? Et là, par exemple, en ce moment, j'ai travaillé sur ma vision jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de l'année? Le fait d'avoir cet objectif, qu'après j'ai découpé, me permet de savoir exactement où je vais. Et donc, en fonction de ça, puisque je sais exactement où je vais, c'est mon rôle de maman. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de mon fils tel jour et tel jour. On va partir là, on va faire ci, on va faire ça. L'ONG, ok. Quand est-ce que je vais en Inde? Donc, je m'organise. Et ben, j'y vais à ce moment-là. Donc là, d'ailleurs, je repars début novembre. Ok, j'ai mes clients. Comment je gère? Ben, pour mes clients, c'est bon. Vu que c'est du coaching qu'on le fait à distance, je cale mes créneaux en fonction. Et en fait, c'est comme un engrenage. Et ça me demande pas d'effort. Ça veut dire que pour moi, tout ça fait partie de moi. J'ai pas compartimenté les choses au sens strict. Ça veut dire que mon fils, il est impliqué dans toute ma vie. Mon ONG, elle alimente toute ma vie. Mon rôle de coach alimente mon fils, mon ONG. Enfin, tout est mixé. Et donc, je pense qu'un des trucs les plus importants, c'est de se demander d'avoir cette vision-là de sa vie de rêve et tout, mais surtout après de se demander, en découpant par exemple par trimestre, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli à la fin de ce trimestre? Et c'est tellement plus facile de s'organiser quand on fait ça, ou sur 6 mois. Par exemple, moi je sais déjà ce que je fais en février l'année prochaine, parce que voilà, moi avec les allers-retours en Inde, voilà, je les organise évidemment, notamment vis-à-vis du papa de mon fils qui le garde pendant ces périodes-là, mais je pense qu'il y a un moment, c'est bien de rêver, c'est bien de suivre son instinct et tout, mais il y a un côté aussi pragmatique à avoir. Sinon, le risque, c'est de se disperser. Oui. Voilà, je fais un peu de ci, un peu de ça, et finalement, je fais rien vraiment à fond, quoi. Et puis avoir des moments dédiés, des moments dédiés au sujet. Quand on t'écoute, on voit bien que tu arrives à manier un petit peu le côté invisible avec le côté visible. C'est-à-dire que tu es très connecté à ton intuition et surtout tu as beaucoup de clarté intérieure sur qui tu es, ce que tu as envie de faire, ce qui te drive. Donc toute cette clarté intérieure, finalement, derrière, elle se matérialise en plan d'action concret. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant à observer chez toi, c'est que tu as vraiment cette clarté intérieure ou même clarté intérieure émotionnelle, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, dès que je sens que la fatigue est là ou dès qu'il y a une émotion inconfortable qui arrive, si j'ai un rendez-vous ou quelque chose qui est pas si important que ça, ok, je vais décaler, priorité à mon bien-être intérieur. Et du coup, de cette clarté, eh bien, émane tout ce qui est objectif. Et donc, t'as ta vision et ok, derrière, tu peux établir, moi, ce que j'appelle aussi cette fameuse semaine idéale. Et du coup, on commence par quoi dans notre semaine idéale? Tout ce qui est incompressible ou vraiment important, c'est-à-dire du temps avec les enfants, l'emmener à l'école s'il y a besoin, peut-être avoir du temps pour les devoirs, etc. C'est peut-être les activités en dehors de l'école ou que sais-je. Après, ok, avec l'ONG qui est à l'étranger, il y a bien évidemment des voyages à l'étranger à organiser. Bon, tu n'y vas pas juste une journée, tu vois. Donc, c'est souvent une période relativement longue. Et donc, après, ok, dans ces plages horaires, qu'est-ce qui est consacré finalement à mon activité professionnelle et par bloc horaire, qu'est-ce que j'implémente, qu'est-ce que je mets. Après, quand je suis en Inde, je passe du coup, bien sûr, je passe du temps, je continue à assurer mes coachings parce que voilà, ça fait partie de mon équilibre aussi. J'adore ça. Et puis en étant en Inde, c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer aussi l'ONG, de développer. Là, on est en train de chercher un local. Et donc, quand tu parles de clarté, c'est vrai que maintenant, comme avant, j'ai déjà eu un peu ce brouillard, ce voile, ce truc où les choses sont pas claires, je sais pas trop ce que je veux, je sais pas comment le faire. Là, aujourd'hui, mais je pense que depuis que je sais exactement, depuis que j'ai aligné mon rêve avec ma vie, c'est ça en fait, et que je suis sur ce chemin. Ma vie n'est pas idéale. Ma vie n'est pas une vie voilà, elle n'est pas parfaite, j'ai mes galères et tout ça. Mais je les traverse d'autant plus facilement que je sais que le chemin, c'est ma vie de rêve. Et d'ailleurs, peut-être aussi pour s'enlever une pression, on n'atteint jamais sa vie idéale, sa vie rêvée, parfaite et tout ça. Rarement. Il y a toujours des trucs qui nous contrarient et tout ça. Mais moi, j'apprécie le chemin. J'apprécie les choses que je traverse. Et je pense aussi que c'est comme si devant mes yeux, il y avait plus ce voile. Tu vois, quand tu disais que tu reprenais ce que je disais, que quand moi je ressens une émotion, en fait, j'arrête de tout bloquer. C'est-à-dire que mon cœur est grand ouvert aujourd'hui.
et j'accorde ma confiance aux gens. Et si je suis trahie, ben j'ai la philosophie qu'il faut pour me dire, bien sûr que je suis triste, mais j'arrive à dépasser ça en fait. Et j'arrive maintenant de plus en plus vite à dépasser ça. J'ai compris qu'il y a des gens qui viennent, qui partent, voilà, il y a des choses qui se passent dans la vie. Le côté très impermanent. Quand je vais mal, ça aussi, petite astuce, se dire, quand vraiment je me sens pas bien, je me dis, mais ça va passer. Ça va aller mieux. Et ça va toujours mieux à un moment. Et puis quand je me sens bien aussi, je me dis, attention, profite, parce que ça va passer ça aussi. À un moment, tu seras mal. Ça marche dans les deux sens, hein. Mais c'est ça aussi le truc de la vie, c'est la surprise. Enfin, moi, en tout cas, il y a des gens, ils adorent quand c'est linéaire, qu'il se passe rien, voilà, que ça bouge pas. Moi, j'adore aussi ce côté très surprenant de la vie. Mais je pense qu'à partir du moment où on a le cœur grand ouvert, les yeux grands ouverts, et qu'on se laisse traverser par les choses qui viennent, la clarté, elle vient, en fait. Ça veut dire que si je sens face à quelqu'un un inconfort, moi, maintenant, ce que je me dis, c'est, alors, bien sûr qu'on juge. Bien sûr que je le fais. Mais moi, j'en fais quelque chose. Si j'ai un jugement vis-à-vis d'une personne, genre, ah non, mais elle se prend pour qui? Elle est tellement arrogante. Ok, ça dit quoi de moi? Pourquoi moi, je ressens ça? Et donc, j'en retire quelque chose. Et en fait, les gens qui me gênent, c'est vers eux que je vais maintenant. Parce qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. Alors, je leur dis pas, hein. Ah, mais t'es arrogante, mais je pense que c'est pour moi. Mais non, bien sûr que non. Mais maintenant, j'ai ce truc-là, en fait, de traverser la vie avec cette ouverture et de me laisser surprendre, en fait, par tout ce qui se passe et d'accepter tout ce qui se passe parce que ça fait partie de mon chemin. Ah, j'adore, Sophie. Merci. On voit dans tes paroles, tu vois, à quel point l'état d'esprit et à quel point la philosophie que l'on intègre dans notre quotidien peut vraiment faire une différence. Oui. Donc merci, c'est un magnifique cadeau que tu nous fais. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Tu pourrais me souhaiter rien en fait. Enfin, tu vois, je trouve même pas parce que j'ai ce que je veux. Peut-être que ça continue, que je continue mon chemin avec autant de plaisir. Je pense que c'est ça que tu peux me souhaiter. Continuer mon chemin avec autant de plaisir. Et si on a envie de te suivre, toi en tant que coach et aussi suivre ton ONG, où est-ce qu'on peut aller? Alors, j'ai un site internet www.sophieflamand.com, tout attaché. Flamand, F-L-A-M-A-N-T. Je le mettrai sous les liens. Okay. Après, l'ONG a un site aussi que je dois mettre à jour. Ça fait partie de ma to-do list de la semaine prochaine. C'est www.samiacsolidaриtyfoundation.org, mais je te donnerai aussi. Et après, perso, j'ai un compte donc LinkedIn, Sophie Flamand. L'ONG a un compte LinkedIn aussi, c'est le nom de l'ONG. Et sur Instagram aussi, les deux. Alors moi, je m'appelle Sophie in Varanasi, parce que là où je vais en Inde, c'est Varanasi. Oui. Et l'ONG, c'est le nom de l'ONG. Et l'ONG a un compte TikTok parce que on m'avait conseillé d'être sur TikTok. C'est pas le réseau social que je préfère. Donc ce à quoi certains jeunes m'ont dit "Oh, boomer." Ben non, en fait, pour moi, c'est un réseau un peu plus difficile à appréhender. Mais moi, j'ai pas de compte. Si, c'est moi qui ai un compte perso, c'est pas l'ONG. Voilà, c'est moi qui ai un compte perso. Donc en fait, je suis à peu près sur tous les réseaux et l'ONG aussi. Ouais, ça marche. Je mettrai tous les. Je suis très active sur LinkedIn, voilà. Et après, il y a beaucoup d'infos sur les sites internet. Ouais. Ok, super. Je mettrai les liens sous la vidéo. Merci. Merci Sophie. Merci à toi, c'était trop chouette et j'ai adoré et puis j'espère que ça va aider les personnes qui vont nous écouter à trouver leur voie. Merci à toi.